Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver après ce week-end pour une nouvelle semaine de Mac de Loto 100% inédit. Nous sommes le lundi 22 août 2016. Ravi d'être avec vous encore une fois aujourd'hui pour vous informer de ce qui s'est passé durant la journée dans la planète automobile et vos réactions avec le hashtag MacAuto16 sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Je vous rappelle la formule du Mac de Loto pour ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre. On débute avec le flash de l'auto, c'est toute l'actualité en quelques minutes et je vous promets que dès aujourd'hui, ça sera des flashs de l'auto un petit peu plus réduits par rapport à ceux de la semaine dernière. Et on clôturera chaque émission avec l'essai du jour et aujourd'hui, je vous testerai, ou plutôt on vous a testé, Autodéclic a testé un cabriolet. Mais lequel? La réponse, ça sera dans un instant. Mais tout de suite, voici le sommaire de cette troisième édition du Mag de l'Auto, votre magazine de la passion auto. On commence donc avec les titres de l'actualité automobile, les titres qu'on développera dans quelques instants dans le flash de l'automobile. Et voici ce qui vous attend. On parlera de la nouvelle Fiat Punto. Et oui, c'est une auto sans arrêt repoussée. Certains disent que ça pourrait être une 500 5 portes, d'autres disent qu'elle pourrait être inspirée par la Fiat Tipo, la compacte qui est désormais disponible en 3 versions, break, tricorps ou encore compact, tout simplement. Eh bien on en parlera dans un instant, cette nouvelle Punto de chez Fiat qui pourrait bientôt arriver en concession, rendez-vous en 2018. On parlera également de la Renault Kwid. La Renault Kwid, vous la connaissez pas forcément, c'est une auto en fait qui pourrait arriver en France, non pas chez Renault, mais chez Dacia. Elle pourra s'appeler donc chez nous la Dacia Kwid. Elle muscle son jeu et même son style. On vous en parlera dans un instant. Et avec cette info, je peux vous dire le Renault Kwid s'approche d'une commercialisation française. Au programme également, on va parler de l'électrique. Et oui, on aime bien vous parler de l'électrique. On vous a parlé de Tesla la semaine dernière dans le mag de l'auto. Et bien aujourd'hui, en ce lundi, je vous parlerai de la Ford Focus électrique qui booste son autonomie. La semaine dernière, je vous ai parlé dans la première du Mac de l'Auto, c'était jeudi, je vous avais parlé de la future Audi S1 qui serait prévue pour le Salon de Genève 2017. Et bien là, je vais vous parler de la nouvelle génération de l'Audi A1. On a des infos, je vous les communique dans un instant dans le flash de l'automobile. Dans l'actualité auto également, on va parler du BMW X4. Et oui, le BMW X4, vous le connaissez peut-être pas forcément. En fait, c'est le X6 en réduction. C'est un SUV coupé. Sa carrière pour être raccourcie. Pourquoi? Ah bah la réponse est dans quelques instants. Et l'essai de ce lundi, pour bien débuter la semaine, j'ai décidé de vous faire plaisir. On testera dans un instant la Porsche 718 Boxster. Oui, il ne faut plus l'appeler Porsche Boxster, il faut l'appeler Porsche 718 Boxster, une appellation qui fait son grand retour, l'appellation 718 chez Porsche. Alors, que vaut-elle sur la route? Rendez-vous en fin d'édition pour découvrir son essai. Nous sommes donc le lundi 22 août 2016, c'est la troisième du Mac de l'Auto et on commence tout de suite avec le flash de l'automobile. Et on commence le flash de l'automobile de ce lundi 22 août 2016 avec la nouvelle Fiat Punto. Alors j'ai déjà des anecdotes à vous dire à propos de cette nouvelle génération de Fiat Punto. La première, c'est que selon certains, ça devait être une Fiat 500 5 portes. Selon d'autres, ça devait être une voiture inspirée de la Tipo ou encore qu'un concept devait être présenté au mois de mars dernier au Salon de Genève 2016. Ce n'était pas le cas, bien évidemment. Et donc, il est temps tout de suite de tirer le vrai du faux et surtout de faire le point. Quelles sont les infos que nous avons à propos de la nouvelle Fiat Punto qui devrait débarquer dans 2 ans, en 2018 exactement. Je vous présente tout de suite la nouvelle génération très attendue de la Fiat Punto, attendue donc fin 2018. Et cette Fiat Punto sera également commercialisée sur le marché sud-américain. Mais ça sera avant nous. Et oui, elle sera d'abord réservée au marché sud-américain début 2018. Et chez nous, elle arrivera quelques mois plus tard, à la fin de la même année. Fin 2018 donc. Et donc Fiat s'est décidé enfin à produire et à commercialiser une nouvelle génération de la Punto. Oui, parce que la Punto actuelle, regardez, c'est celle-ci. Et comment vous dire? Eh ben, elle est un peu vieille, notre Punto actuelle. On a, qui était appelée il y a longtemps la Grande Punto, ensuite la Punto Evo, et donc maintenant c'est
la Punto tout court, mais elle n'a toujours pas de descendance, cette Fiat Punto. Et la question que vous posez sans doute, c'est pourquoi tant de temps? Pourquoi Fiat a-t-il pris beaucoup de temps pour eh bien, renouveler sa Punto? Tout simplement. Eh bien parce que, déjà je peux vous dire, la Punto que nous connaissons actuellement, elle est née en 2005, sous le nom Grande Punto, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Elle a été restylée 2 fois en 2009, nommée alors Punto Evo, et aussi en 2012. Et la raison de cette attente, elle peut s'expliquer par le succès de l'autre citadine de la marque, la Fiat 500. Et oui, la 500, la success story de la 500. Et oui, rien que ça. Et donc c'est pour ça que Fiat a pu décaler, n'a pas cessé de décaler le lancement d'une nouvelle génération de Punto. Et donc la mini citadine, donc la 500, et ses variantes de carrosserie, elles se vendent si bien que la marque Transalpine n'avait plus les mêmes priorités. Mais maintenant que la gamme 500 est complète, oui, je vous rappelle que la gamme 500 c'est la citadine, c'est la 500C, donc la version découvrable, la 500X, la 500L, la 500L Living, bref, c'est vraiment une famille complète maintenant, cette famille Fiat 500. Et donc, maintenant que cette famille 500 est complète, Fiat a décidé enfin à remettre sur pied le projet Punto. Et Fiat veut faire de cette nouvelle Punto une voiture mondiale, et pour cela, cette Punto se dotera d'un nombre important de motorisations essence et aussi diesel. Elle devrait reprendre les motorisations de la 500L afin de disposer de performances de haut niveau. Elle pourrait également reprendre les moteurs les plus puissants de la 500X, c'est-à-dire par exemple le 1,4 litre multi-air de 140 et 170 chevaux en essence et le 2 litres multijet de 140 chevaux en diesel. De quoi donner des ailes à une auto qui sera sans doute plus légère de quelques dizaines de kilos grâce à l'apport de pièces en aluminium et aussi d'acier haute résistance. En ce qui concerne le gabarit, la taille de la nouvelle Fiat Punto, elle devrait être proche de la Punto d'actuelle génération, qui mesure 4,3 m de long, je vous le rappelle. Et concernant la Punto actuelle, eh bien, elle affiche une belle habitabilité, et donc la nouvelle Punto, le nouvel opus, devrait être aussi spacieux. C'est en matière d'équipement que la belle citadine italienne devrait afficher la plus grande progression avec des systèmes high-tech comme l'alerte de détection de somnolence ou encore la lecture des panneaux de signalisation au roulant, l'alerte de franchissement de lignes involontaires, la caméra de recul, etc. Fiat veut en faire une auto suréquipée pour le marché européen. Pour le style de l'auto, nous l'imaginons proche de ce que propose la nouvelle Tipo, ainsi que le montre l'illustration que vous voyez actuellement à l'écran. La future Punto devrait s'en inspirer car il faudra la dissocier le plus possible de la 500, alors que certains en faisaient une 500 5 portes. Et de ces variantes, la nouvelle Punto n'existera qu'en 5 portes et pourra exister sur une forme plus sportive développée par Abarth, comme actuellement d'ailleurs, mais pas avant 2020. Si on résume, la Punto, c'est une citadine 5 portes, mais aussi 5 places. Elle serait lancée fin 2018 sur le marché français, serait conçue pour le marché européen et sud-américain. La longueur devrait être identique au modèle actuel, 4,3 m. Moteur essence de 80 à 170 chevaux. Pour les moteurs diesel, la puissance ira de 95 à 140 chevaux. Il y aura une version sportive Abarth, pas avant 2020. Et le tarif d'entrée de gamme que nous estimons, on l'estime à 13 000 €, à partir de 13 000 €. Vous savez tout donc maintenant sur les dernières infos sur la nouvelle Fiat Punto qui vous donne rendez-vous en 2018 et la version Abarth en 2020. On poursuit avec la Renault Kwid. Alors la Renault Kwid, c'est quoi cette auto? Eh bien la Renault Kwid, c'est tout simplement une auto distribuée en Inde par exemple. En fait c'est un mini Duster si vous le voulez, un mini Dacia Duster. Alors pourquoi j'ai pris volontairement une Dacia comme modèle de comparaison? Parce que chez nous, une rumeur dit qu'elle pourrait bientôt arriver chez nous, voilà, alors que Renault ne l'a pas confirmé. On a déjà posé la question à Renault, les journalistes ont déjà posé la question à Renault, et à chaque fois ils ont répondu non,
la Kwid n'est pas prévue pour le marché français, en tout cas pas tout de suite. On peut comprendre parce que les équipements qu'elle propose, etc. et le tarif, ça serait pas, comment vous dire, ça serait pas top pour le marché français, en tout cas actuellement. Mais il y a quelques jours, Renault a mis à jour le catalogue de sa Kwid et a ajouté une motorisation qui est sous le capot d'une certaine Twingo 3. Oui, rien que ça. Et donc ça peut rapprocher encore une fois la disponibilité de la Kwid en France. Chez nous, la Kwid, elle ne serait pas proposée sous le badge Renault, alors qu'elle est proposée sous le badge Renault, par exemple en Inde, mais elle serait proposée plutôt sous un badge un peu plus, comment vous dire, vous savez faire un peu plus avec l'image du modèle, hein, parce que c'est 3000 € le Kwid en version Renault en Inde. Et bien chez nous, ça serait donc Dacia, oui, parce que dans le groupe Renault, la marque low cost, c'est Dacia. Et donc chez nous, elle devrait arriver sous le nom de Dacia Kwid dans les années à venir. Je vous dis tout de suite sur Renault qui muscle donc le moteur de la Kwid, mais aussi qui muscle un peu le style de l'auto. Et donc, c'était attendu, et maintenant c'est désormais officiel. Le petit crossover compact citadin au catalogue de Renault en Inde hérite d'une nouveauté sur le plan mécanique, mais pas uniquement. Le Renault Kwid, dont on suit la carrière flatteuse depuis son introduction sur le marché indien, s'offre une nouveauté, laquelle vient chapeauter la gamme et dont l'ouverture des commandes a officiellement été lancée ces dernières heures. Et donc, vous allez me dire, mais quelle est cette nouveauté? Eh bien, je vous la présente tout de suite. C'est l'introduction du bloc connu, hein, qui est connu chez nous sous le capot de la Twingo. Le bloc 1 litre SCE, le bloc 3 cylindres 1 litre SCE, officiellement gréé à 70 chevaux à 5500 tours minute et 91 Nm à 4250 tours minute. Bloc couplé à la boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. Le niveau moyen de la consommation s'établit à 4,3 litres au 100 km. De quoi s'installer un cran plus haut par rapport au moteur 0,8 litres SCE de 57 chevaux et 71 Nm. Quelques équipements et éléments de style, comme par exemple la déco, des stickers, complète donc cette nouvelle déclinaison au catalogue, laquelle est pour l'instant uniquement proposée dans la finition la plus haut de gamme qui s'appelle là-bas RXT. Hein, il y a d'autres finitions qui s'appellent STD, RXL ou encore RXL qui complètent le reste de l'offre Kwid. Alors que la Kwid s'est désormais bien ancrée dans le top 10 des modèles les plus plébiscités en Inde, cette nouvelle version au catalogue devrait lui permettre de continuer à taquiner les leaders du marché. Et plus précisément, dans cette version, tailler quelques croupières supplémentaires à une certaine Maruti Suzuki Alto K10, animée par le même moteur d'1 litre de cylindrée. Voilà, vous savez tout sur les nouvelles à propos du Renault Kwid. Allez, on poursuit tout de suite ce mag de l'auto et le flash de l'auto de ce lundi avec la Ford Focus électrique. Et oui, Ford propose une Focus électrique. Je ne sais pas si vous le saviez. Si vous ne savez pas, eh bien, je vous l'apprends. Et la Ford Focus électrique qui booste son autonomie, ça c'est une bonne nouvelle parce que vous savez que le point négatif des voitures électriques, c'est l'autonomie. Et oui, malheureusement, on ne peut jamais aller loin avec une voiture électrique. Et bien là, Ford a décidé qu'avec sa Focus électrique, on irait désormais plus loin avec une seule charge. Et donc, ça suit aussi ce qu'a fait BMW avec sa i3, parce que BMW a également fait évoluer l'autonomie de la i3, a également fait progresser l'autonomie de sa citadine i3, sa citadine 100% électrique. Mais aussi, c'est ce qu'a fait Nissan avec sa Leaf, sa compacte 100% électrique, rivale donc de la Ford Focus électrique. Et aussi, face à l'arrivée d'une autre voiture disponible en trois versions, la Hyundai Ioniq, qui est disponible, je vous rappelle, en version 100% électrique, en version hybride et en version hybride rechargeable. Et donc, la Ford Focus électrique commençait à accuser le retard avec sa batterie lithium-ion de 23 kWh. Et donc, à l'occasion de l'année 2017, Ford lui donne un petit coup de boost, en la dotant d'une batterie de non plus 23 kWh, mais bien 33,5 kWh pour le millésime 2017. Et donc, grâce à cette augmentation de capacité de 45%,
L'autonomie bondit de 122 pour le moteur 23 kWh à 177 km et donc c'est 55 km supplémentaires. Repositionne la Focus électrique dans la course face à la Hyundai Ioniq qui met en avant une autonomie très proche. La Nissan Leaf, elle, elle conserve un peu le leader, c'est un peu toujours la première place avec ses 250 km d'autonomie. La Ford Focus électrique est donc un peu à la traîne, mais elle offre un anonymat auquel ses concurrents ne peuvent prétendre, à l'exception d'un bouclier avant sans entrée d'air latéral, d'une calandre chromée et des jantes spécifiques. La Focus électrique joue la discrétion. Seul un œil averti notera la trappe sur l'aile avant gauche. Encore faudra-t-il que l'amateur s'en aperçoive, en aperçoive une. Avec seulement 504 ventes en 2015, la Ford Focus ne court pas les rues, la Ford Focus électrique, bien sûr. Fort heureusement, le constructeur américain n'a jamais eu de grandes ambitions pour la Focus électrique, pour sa compacte électrique. Il ne compte certainement pas sur sa Focus pour lutter contre la prochaine Chevrolet Bolt qui arrive bientôt sur le marché américain et chez nous bientôt sur le marché français non plus sous le badge Chevrolet. C'est que Chevrolet maintenant c'est fini, mais ça arrivera sous le badge Opel avec la Ampera E qui sera peut-être dévoilée au Mondial de Paris en octobre, mais plutôt sur le modèle E actuellement en gestation. Voilà, sur la Ford modèle E que Ford est en train de préparer. Allez, on poursuit avec une nouvelle actu. Tout de suite, on va parler de l'Audi A1. Et oui, il y a quelques jours, dans le flash de l'auto, du Mac de l'auto, je vous avais présenté la Audi S1 qui devrait être présentée en mars prochain à Genève. On s'intéresse maintenant à la nouvelle génération de la compacte premium d'Audi. Et donc, en 2010, année de lancement et de présentation de la 1 actuelle, Audi s'est engouffré avec succès sur le segment très concurrentiel des urbaines premium avec la petite 1. Depuis, le marché a bien changé et lorsque la marque aux anneaux lancera la deuxième génération de la 1, le segment sera un peu plus encombré avec la Ford Fiesta et la Volkswagen Polo, sans parler des nouvelles DS3 et Mini. Audi est dans l'obligation donc de jouer dans la surenchère. Et donc, comme tout nouveau modèle Audi récent, la nouvelle A1, elle évoluera, certes, mais elle évoluera légèrement. La silhouette générale ressemblera à s'y méprendre à celle du modèle actuel. Pour vous dire, la ligne de l'A1 actuelle, elle est assez jolie, donc pourquoi la changer? À l'avant, l'Audi A1 adoptera les derniers canons stylistiques de la marque, avec par exemple une calandre hexagonale plus basse et plus large, avec des feux affinés, avec la fameuse signature en Z, que vous retrouvez maintenant dans les Audi récentes. Et à l'arrière, la nouvelle A1 devrait recevoir un spoiler de toit afin de lui conférer un look un peu plus sportif que l'actuelle génération. Mais c'est surtout à l'intérieur que ça devrait changer pour la nouvelle Audi A1 avec l'introduction du Virtual Cockpit. Je vous rappelle ce que c'est le Virtual Cockpit. Ça a été inauguré par la nouvelle Audi TT. En fait, c'est un écran que vous avez en guise de compteur de vitesse, etc. Vous pouvez avoir le GPS, vous avez bien évidemment les compteurs, etc. C'est un écran personnalisable derrière le volant, voilà, tout simplement. Et donc c'est dans toutes les Audi, il y a la nouvelle A3 Restyle est là, bien évidemment, la nouvelle A4 là, la nouvelle A5 là, le Q7 là, bien sûr, et l'Audi TT qui l'a inauguré aussi là, bien évidemment. Et donc la nouvelle A1 devrait aussi l'avoir, ce Virtual Cockpit. Et actuellement, dans les dernières Audi, le Virtual Cockpit, c'est un écran de 12,3 pouces. Alors, on ne sait pas s'il y aura cette taille d'écran ou si Audi préférera intégrer un écran un peu plus petit à bord de sa nouvelle Audi A1. Et donc, il devrait également y avoir comme équipement à bord de l'Audi A1 le support d'Internet, du Wi-Fi à bord, qui est déjà offert sur la Mini. Apple Pay, il devrait également y avoir Apple Pay et Apple Car et Android Auto qui feront leur apparition. Et donc l'Audi A1 reposera sur la plus petite plateforme MQB du groupe, celle qui s'appelle l'A0, et celle-ci sera dotée d'un empattement de 2,56 m, soit 9 cm de plus que l'actuel A1. Espérons donc que cet accroissement
se fera au bénéfice de l'espace arrière. Le volume de coffre devrait également légèrement augmenter, plus 30 litres, passant de 270 litres actuellement à 300 litres pour la nouvelle Audi A1. On va parler maintenant motorisation pour cette Audi A1. Il devrait y avoir des motorisations 3 cylindres pour cette nouvelle Audi A1. Il devrait y avoir un 3 cylindres 1 litre turbo compressé qui remplira, qui est déjà présent et donc qui remplira pour cette nouvelle génération. Et l'Audi A1 recevra également le nouveau 1,5 litre disponible en essence ou en diesel, et ça permettra aux constructeurs allemands d'offrir une gamme complète. Et des rumeurs, des bruits de couloir évoquent également la possibilité d'offrir une Audi A1 e-tron, donc hybride rechargeable, propulsé par une motorisation hybride. Audi avait déjà dévoilé en 2012 un fameux concept d'Audi A1 e-tron doté d'un 3 cylindres turbo et d'un moteur électrique. Actuellement, l'Audi A1 est produite à Bruxelles et la prochaine génération ne sera plus assemblée à Bruxelles. Eh bien non, elle sera assemblée sur les mêmes lignes que la future Seat Ibiza, donc l'une de ses cousines, à Martorell, près de Barcelone. Allez, on continue tout de suite le flash de l'automobile avec la dernière actu et on va terminer avec un SUV coupé, le BMW X4, qui va voir sa carrière raccourcie. BMW s'était donc approprié de façon exclusive une niche de produits avec le X4, mais les choses ont changé avec l'arrivée du Mercedes GLC coupé, bien décidé à lui compliquer la tâche. BMW ne compte pas s'endormir sur ses lauriers et les ingénieurs munichois travaillent déjà sur son remplaçant. La prochaine génération du X4 de BMW sera dévoilée dans 2 ans, en 2018, soit 4 ans après le début de sa production. Voilà, seulement. Donc c'est assez court quand même pour un cycle de vie d'un modèle, parce que normalement ça dure 6-7 ans, là ça dure seulement 4 ans. Et donc cette carrière un peu courte, mais pourquoi alors ça dure que 4 ans? Bien parce que cette carrière un peu courte s'explique par le renouvellement du X3 en 2017. Et donc BMW préférerait court-circuiter l'actuel X4 pour offrir une gamme au design similaire. C'est aussi l'occasion pour BMW d'unifier l'utilisation de sa prochaine plateforme. Voilà, comme ça il y aura tous les SUV de la gamme qui seront faites sur la même plateforme. Et cette plateforme, elle a été développée pour accommoder une motorisation hybride rechargeable et les batteries attenantes. BMW a conçu deux plateformes pour stocker les batteries, une petite plateforme à traction avant et une plus grande à propulsion. Les BMW X4 adopteront bien évidemment la plus grande. Les X3 et X4 seront également parmi les premiers modèles de la marque à pouvoir mettre à jour les équipements technologiques, comme on le fait aujourd'hui avec un simple smartphone. BMW prévoirait une mise à jour tous les 3 ans, c'est-à-dire vous pourrez mettre à jour le système d'exploitation de votre X3 au corps X4 pour le GPS par exemple, directement. Voilà, vous aurez, ça sera plutôt pratique. Allez, on a terminé l'actualité de ce lundi 22 août 2016 dans ce 3e Mac de l'auto de la saison. Et tout de suite, vous avez maintenant l'habitude, et oui, il y a 2 chroniques dans ce Mac de l'auto. Il y a le flash de l'auto que nous venons de terminer, et tout de suite, c'est l'essai du jour. Et un peu de sport pour bien clôturer en beauté cette 3e édition du Mac de l'auto. Faites place à la 718 Boxster. Et oui, il ne faut plus l'appeler Porsche Boxster, il faut l'appeler désormais 718 Boxster. Mais ce n'est pas une nouvelle génération. Et oui, on pourrait croire changement de nom égale nouvelle génération, et bien non. C'est juste un restylage. Présenté au Salon de Genève en mars dernier, le 718 Boxster et 718 Boxster S arrivent enfin dans les concessions de Porsche. Alors que vaut-il ce Boxster S? Autodéclic l'a testé pour vous. On regarde l'essai tout de suite dans le Mac de l'auto. Si Porsche cède aux 4 cylindres, c'est bien évidemment davantage par nécessité que par plaisir. Chasse au CO2 ou cohérence de gamme vis-à-vis de la 911, qu'importent les raisons de l'inéluctable downsizing. Pourtant, le crève-cœur n'a pas eu lieu, surtout avec le 2 litres de 300 chevaux. Esthétiquement, le design général n'apparaît pas bouleversé, même si tout change. Optique avant plus effilée, bouclier plus marqué, entrée d'air latérale agrandie pour les échangeurs, feu arrière affiné, roue arrière élargie d'1/2 pouce, bref, le Boxster évolue en douceur.
Même constat dans l'habitacle, avec une finition toujours aussi soignée, mêlant luxe, sportivité et ergonomie sans faille. On retrouve le nouveau système PCM à écran tactile et le volant intégrant le sélecteur de mode, comme sur la 991 Phase 2. Derrière les sièges, le nouveau 4 cylindres à plat descend à 2 litres de cylindrée et 2,5 litres en version S pour respectivement 300 et 350 chevaux, soit 35 de plus que les précédents Flat 6. Le couple progresse également de 100 Nm en 2 litres et 60 Nm en 2,5 litres. Et la consommation théorique chute jusqu'à 14%. Autre différence entre les deux blocs, le 2,5 litres reçoit un turbo à géométrie variable pour davantage de couple à haut régime. Notez également que ce nouveau Boxster est légèrement plus lourd de 25 et 35 kg en version S. La hausse résulte d'un équipement accru, tandis que le poids de la mécanique est quasi identique. La suralimentation et le refroidissement compensent en effet l'ablation de 2 cylindres. Côté transmission, la boîte PDK 7 rapports, comme sur la 991 Phase 2, supprime enfin le passage automatique des rapports en mode manuel. Nouveau modèle, les puissances supérieures obligent, les performances progressent encore et toujours avec plus d'une demi-seconde au 0 à 100 et jusqu'à 10 km/h de mieux en pointe. Gratifiant certes, mais est-ce le plus important? Nous commençons l'essai par la version S à boîte PDK. Focalisée par la mécanique dès le démarrage, la première impression est travaillée, libérée. À l'accélération, la sonorité à l'échappement, modulable selon les modes de conduite, apparaît plus rauque, moins métallique, mais aussi moins envoûtante. Le couple déboule immédiatement à la moindre sollicitation pour une accélération musclée mais linéaire jusqu'à 7500 tours minute. La version 2 litres, moins coupleuse et plus rageuse dans ses montées en régime, parvient à donner davantage d'allonge et de sensations mécaniques. Et elle nous ferait presque oublier le Boxster 981. La direction un peu plus directe fait virevolter le Boxster toujours parfaitement équilibré et le châssis exceptionnel d'agilité se révèle encore un peu plus prévenant et progressif pour jouer de légères dérives en mode Sport Plus. On retrouve également un freinage aussi puissant qu'indestructible. Le Boxster demeure donc un jouet extraordinaire, même sur les revêtements dégradés grâce à une qualité d'amortissement inégalée dans la catégorie. Le sujet qui fâche reste finalement le prix, en hausse de 3 135 à 3 960 € en version S. Il est toutefois compensé par un équipement de série plus complet et un malus en baisse sur le Boxster 2 litres de 6 500 à 2 200 € en boîte manuelle. Et voilà, c'est déjà la fin du Mac de l'Auto épisode 3. Ravi d'avoir été avec vous. Vos commentaires, hashtag MacAuto16 sur Twitter, Facebook et Google+. Moi, je vous retrouve en pleine forme demain pour environ 20 minutes supplémentaires d'actualité automobile. On aura bien sûr toujours le flash de l'auto, on aura toujours l'essai du jour et demain, je peux d'ores et déjà vous dire quelle auto nous allons tester dans la prochaine édition du Mag de l'Auto. Demain, nous vous testerons l'Audi Q7 e-tron, alias le Q7 100% hybride rechargeable. Oui, je vous en dis pas plus. D'ici là, portez-vous bien. Ravi de vous présenter au quotidien votre rendez-vous de l'actu automobile. C'est le Mac de l'Auto. Excellente journée ou excellente soirée, c'est le moment où vous regardez cette émission. Et moi, je vous retrouve bien sûr en pleine forme demain pour le Mag de l'Auto. Salut à tous, à demain. Ciao.